C'est bon, ça rec. On est bon ? Ouais. Models.fr vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Models.fr. Pour ce deuxième épisode, nous accueillons Fabrice, qui est le directeur général de Models. Salut Fabrice, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Mathilde, et oui, je vais bien. Je vais commencer avec ma première question, qui est celle de te présenter à nous, de connaître un peu ton parcours, de ton histoire avec Models, quand tu es arrivé chez Models et l'évolution que tu as eue. J'étais déjà booker avant d'arriver chez Models, puisque j'ai commencé ce métier à la fin des années 80. Et au bout de quelques années, j'ai rencontré sur ma petite route de booker Éric Perceval, avec qui je me suis immédiatement entendu et avec qui nous avons décidé de monter la société Animus, Groupe Models, avec la première agence à l'époque qui était Contrebande. Tu faisais partie des 3 dont Éric nous a parlé dans le podcast précédent. Il nous a dit on a commencé, on était 3, Exactement. avec le papier, tout ça. Avec le papier, le téléphone fixe et presque pas d'utilisation de téléphone portable. Ça commençait à peine à l'époque. C'était assez drôle de commencer dans ces conditions-là et voir l'évolution. Et aujourd'hui, être sur le zéro papier, d'être constamment connecté par les téléphones et les ordinateurs. Tu as dit que tu avais commencé en tant que booker, mais tu es arrivé directement avec Éric en tant qu'associé. Comment s'est passée en fait ton évolution à toi au sein de ce groupe ? Éric n'était pas booker au départ, puisque moi je l'étais déjà depuis 8 ans. Et donc, il a appris à mes côtés, il a appris très vite. Nous sommes devenus ce binôme avec pour volonté de monter des structures différentes, puisque très rapidement après Contrebande, il y a eu le rachat de Sport Models qui existait déjà, et quelques années plus tard, la création et l'ouverture de TIN, qui à ce moment-là était une agence pour ados, et qui est devenue quelques années plus tard une agence pour enfants. Donc voilà, ces 3 agences ont été créées, montées, rachetées sur un espace-temps de 5 ans. Tu connaissais le métier dès le départ. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es le papa booker de tout le monde ? Tu as appris le métier à tout le monde et vous avez embauché des gens qui s'y connaissaient déjà. Comment ça s'est passé ça au fur et à mesure ? Au tout départ, il y avait un booker que je connaissais déjà avant de monter Contrebande, avec qui donc on a commencé à travailler et qui est resté quelques années. Une bookeuse ensuite est arrivée, un autre booker, etc. Donc il y a en partie des gens qui étaient déjà du sérail et d'autres qui n'avaient jamais fait ce métier et qui ont appris sur le tas à nos côtés. Aujourd'hui, donc 26 ans de Models.fr, toi tu en es où et exactement quel est ton rôle aux côtés d'Éric Perceval aujourd'hui chez Models ? Ma fonction est celle du directeur général. Au quotidien, c'est vraiment travailler en binôme avec Éric sur le maintien des agences, l'évolution, la création de nouvelles entités. C'est faire le pont entre hier, aujourd'hui et demain. S'adapter aux différentes méthodes de communication et de travail, même si sur le fond, le métier est le même depuis toujours. Comme Éric nous l'a dit, Models.fr, ça rassemble 9 agences de mannequins. Oui. Il y a du commercial et également de la mode. Est-ce que un de vous deux est plus orienté mode ou commercial, ou c'est vraiment, comme tu l'as dit, un binôme et vous entremêlez vos fonctions dans tout ? Alors, comme ma fonction et ma formation au départ étaient plus publicitaires, et je pense qu'Éric est davantage mode, mais c'est plus flou au quotidien puisque les deux nous apportent beaucoup et on décide ensemble de tout ça. Mais oui, je suis sans doute plus pub et Éric plus mode. Pour le côté booker, toi qui en côtoies quand même maintenant plus d'une vingtaine tous les jours, tu as commencé comme ça. Quelles évolutions tu as pu constater en plus de presque 30 ans de métier ? La rapidité, le temps. Quand j'ai commencé ce métier, et les gens qui l'ont fait avec moi à l'époque, on commençait très tôt le matin et on terminait très tard le soir parce que tout était sur papier, autour d'une table commune. Quand j'ai démarré, il n'y avait même pas d'ordinateur. Les ordinateurs sont arrivés un peu plus tard. Et au début de Models, effectivement, nous avons investi dans les ordis qui déjà nous ont permis de gagner un peu de temps. Il y avait le téléphone portable aussi qui nous a fait gagner un peu de temps aussi. Mais tout ça a pris tellement d'ampleur dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010 qu'aujourd'hui, on gagne un temps considérable et on est beaucoup moins contraint sur des horaires à rallonge dans un bureau
On peut se permettre une certaine liberté puisqu'on est constamment joignable et oui, constamment connecté. Mais sinon, le métier en soi, il a pas changé? Enfin, je veux dire, même les demandes, tout ça? Alors les demandes, ici, évidemment que ça évolue puisque ça évolue selon des caractères de tendance et de mode. Il n'y a qu'à regarder la publicité ou la mode pour constater à quel point les visages ne sont plus les mêmes qu'il y a 30, 20 ou même 10 ans. Mais sur le fond, le métier est toujours le même. C'est-à-dire qu'un annonceur, qu'il soit mode ou pub, cherche un type de mannequin. Et nous, on a cette chance d'avoir donc 9 agences, d'avoir cette possibilité de fournir un grand nombre et de satisfaire vraiment l'ensemble de la profession. C'est aussi une façon de faire qui aujourd'hui est plus rapide, mais même si sur le fond c'est le même, parce qu'avant il fallait regarder dans des classeurs pour regarder les photos qui étaient imprimées. Aujourd'hui on regarde sur ordinateur, on envoie ce qu'on appelle un package de gens qui correspondent, de mannequins qui correspondent à la recherche du client, et ça se fait à une vitesse très grande. En ce qui concerne l'évolution du secteur du mannequinat, quelles évolutions tu as pu constater, pareil, en 30 ans de métier? Alors le mannequin mode, je pense qu'il a été dès le départ assez multiculturel. Les critères étaient forcément des critères physiques de taille et d'âge. Aujourd'hui, je pense que c'est resté toujours un peu la même chose, sauf qu'on est un peu plus dans l'inclusif. Pour la publicité, ça a énormément changé parce que je dirais qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré, on était sur le mannequin blanc caucasien, comme on disait à l'époque, et comme on le dit toujours, hélas. Mais il y avait cet esprit qui était là pour incarner la famille avec les enfants, qui va faire ses courses au supermarché ou qui prend telle assurance ou telle voiture, etc., etc. Mais on était vraiment sur un stéréotype duquel on s'est affranchi il y a déjà quelques années maintenant, et jusqu'à avoir aujourd'hui des types de mannequins très très différents de ce qui était à l'époque, et tant mieux. Est-ce que tu trouves que ça a vraiment changé, ou c'est encore une étape qu'on a du mal à franchir? Je pense qu'on n'a pas de mal à la franchir, mais je pense que c'est encore une étape et que ce n'est pas terminé, puisque je parlais de l'inclusif tout à l'heure et on peut constater que dans la mode, quand il y a les collections hommes, il y a de plus en plus de femmes et collections femmes de plus en plus d'hommes. Dans la pub, on n'en est pas encore là. Il y a, par exemple, pour la représentation de la communauté LGBT, etc., il y a encore quelques réticences dans la publicité qui petit à petit seront complètement balayées, puisque je crois que la publicité s'est toujours voulu le reflet d'une société, et que tant mieux, on a déjà pas mal avancé ces dernières années, ces dernières décennies, oui. On a cette image vraiment d'agence de mannequins, j'ai envie de dire un peu négative, c'est que de l'image, c'est que ci, c'est que ça. Est-ce que tu arriverais à nous casser cette image justement et à nous montrer le côté humain qui existe? Casser l'image de l'image, je sais pas, je pense pas. Je dirais que c'est même pas intéressant parce que ça doit rester un domaine de l'image. En revanche, entre nous et dans notre travail, c'est à nous de le construire de manière sérieuse à longueur de temps, de suivre et d'adhérer à certaines nouvelles idées, certaines formes de communication. Et puisque tu parles d'image, bah oui, que l'image évolue, mais ça reste un métier d'image et je vois pas comment on pourra en changer complètement la perception qu'auront les gens qui ne sont pas dans ce métier. Je pense qu'on n'y arrivera pas de sitôt, et puis je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. C'est un peu comme si, par exemple, au cinéma, quand on voit un film d'action et qu'après on nous explique comment l'action s'est faite et qu'on a protégé les animaux et qu'on a protégé tout le monde. Bon, bah oui, ok, c'est très bien que ce soit noté quelque part, mais ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est ce qu'on montre, pour moi en tout cas. Est-ce que justement vous arrivez peut-être à être au-delà de bookers qui placent simplement les mannequins qu'ils représentent? Vous êtes quoi pour eux? Est-ce que vous installez une relation de confiance, ou c'est simplement un one-shot, vous les placez et voilà, où il y a quelque chose? Avec les mannequins? Entre mannequins et bookers, c'est ça? Entre mannequins et bookers. Oui, bah, je pense que de toute façon, il faut que nous soyons très humains et très justes et que nous ayons un bon rapport avec les mannequins. Après, c'est forcément quelque chose de compliqué puisque eux font un métier, nous on en fait un autre, et ce métier est très très lié. Donc à nous de travailler au mieux et de défendre leurs intérêts et la prise en charge de leur image et de la travailler. C'est un peu comme dans la vie, pourquoi on s'entend bien avec telle personne ou telle autre. Bon, bah, les mannequins, c'est pareil. Je pense qu'on fera mieux travailler un mannequin avec lequel on s'entend bien
qu'un mannequin avec qui on n'a pas réussi à installer une relation amicale est un mot un peu fort, mais en tout cas une relation humaine et de confiance, oui. Je vais revenir sur le sujet Models.fr parce qu'on est aussi là pour en apprendre plus sur ce groupe. Ça fait quoi d'être directeur général chez Models.fr, de gérer 9 agences maintenant? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi tous les jours ce travail? Je ne m'attache pas au passé, donc je suis très content de me rappeler que nous étions 2 ou 3 quand nous avons ouvert les portes de ce qui n'était pas encore un groupe, qu'il est devenu par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est de constater peut-être oui, le parcours effectué, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on va passer sur l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire pour de 9 agences passer à 10 ou 11 ou 12 agences? Mais c'est vraiment ce qui est là, aujourd'hui, qui m'intéresse avec la digitalisation de tout, avec le phénomène de l'inclusif un peu partout, tout ça mélangé, voilà, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. J'aime qu'on se pose et qu'on en parle et qu'on imagine vers là où on veut aller, et évidemment, c'est toujours une question de sommet à atteindre. Évidemment. On a l'agence Teen actuellement, qui est une agence de ados-enfants, dont tu t'occupes aussi quand même directement. Oui, ce qui est drôle, c'est que l'agence Teen, je l'ai montée en 2001. C'est ça, c'était ma question. C'était au départ une agence pour adolescents. Ok, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que maintenant, il y en a quand même quelques-unes d'agences pour enfants ados. Quelle idée en 2001? Pourquoi la création d'une agence pour enfants? Est-ce que tu as ressenti vraiment le besoin? Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Alors, je pense qu'à l'époque, si j'ai bon souvenir, on avait soit des agences pour adultes, soit des agences d'enfants. On n'avait pas une agence entre deux. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'agences qui représentaient des ados. Et quand je dis ado, à l'époque, l'ado, c'était du 16-18. Ce qui a encore évolué depuis, puisque l'image de l'ado aujourd'hui n'est plus 16-18. Ça rajeunit, en fait. Voilà. Mais à l'époque, on cherchait donc des jeunes gens, garçons et filles, de 16-18 ans, pour montrer que l'ado existait et que, voilà, on répondait aussi à une demande parce que les publicitaires ont commencé à nous demander pas mal d'ados. Donc, on a travaillé en ce sens. Ensuite, Teen est devenu s'est agrandi et on a aussi représenté des enfants jusqu'à ce que ça devienne vraiment le cœur de Teen et des enfants, donc à partir de l'âge de 3 mois, dès leur plus jeune âge, on va dire. Et on a continué enfants et ados, donc jusqu'à 18 ans. Et puis le temps est passé et ces dernières années, je me suis de nouveau occupé beaucoup de Teen, jusqu'à faire le constat que ce serait bien de retrouver l'essence de Teen, donc l'essence d'une agence pour ados, et d'avoir à côté de ça une agence pour enfants, vraiment dédiée à l'enfant tel que on l'a dans la tête, l'enfant, c'est-à-dire un petit gamin qui est vivant dans le mouvement et voilà, qui sourit, qui a du répondant, un gamin qui est mignon. Voilà, c'est un peu l'idée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de splitter Teen en 2, donc de garder Teen et que Teen redevienne cette agence pour ados et de monter une agence enfant qui d'ailleurs s'appelle Gamin. Voilà. C'est un projet qui a été lancé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, juste une semaine avant la sortie de ce podcast, donc c'est très récent. Oui, voilà, c'est tout récent et puis ça nous tient à cœur. L'équipe qui s'en occupe est la même, mais on a ces 2 agences et cette façon de travailler l'enfant et l'ado qui est très, très différente, je pense. Même si, encore une fois, puisqu'on reparle du métier originel, le métier de booker, c'est le même, que ce soit pour un enfant, pour un ado, pour un adulte ou pour une personne âgée, c'est exactement la même chose. Mais l'approche et le travail sur l'enfant et l'ado est différente. On va recevoir Marie qui s'occupe aussi de l'agence avec Fabrice, qui va nous parler un peu plus précisément de ces 2 agences, pardon. Toi, quelle évolution tu as constatée? On parlait aussi d'inclusivité. Est-ce que tu constates que dans les enfants, il y a ça? C'est toujours un peu compliqué? C'est délicat? Est-ce que c'est délicat justement parce que c'est des enfants ou le contraire, en fait, ça va plus vite? Ça va plus vite.
Curieusement, ça va plus vite. Enfin, je dis curieusement parce qu'on pouvait s'attendre vraiment à avoir cette image de l'enfant blond, blanc aux yeux bleus. Mmh. On a une possibilité très grande de travailler sur plein d'enfants différents et on a même de l'enfant qui a des problèmes de poids. On a des enfants de couleurs différentes. On a des enfants cheveux longs, cheveux courts. Et on a même commencé à avoir des enfants dont on ne peut pas dire s'ils sont garçons ou filles, puisqu'ils se considèrent, eux, comme IL. Oui, en effet, c'est vrai. De plus en plus, et très bien. Alors, de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, on tient compte de toutes les représentations de l'enfance. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Est-ce que tu constates que les autres agences le font aussi ou vous êtes pionnier là-dedans? Je crois qu'en tout cas, que l'esprit d'ouverture que nous avons depuis toujours, il est encore plus présent aujourd'hui et je ne sais pas si dans les autres agences c'est le cas, je pense pas que ce soit le cas à ce point, puisque nous, on a vraiment cette volonté d'être ouvert à tous les enfants possibles. Tu parlais de volonté d'ouverture, comme on en a parlé avec Eric dans le premier podcast. Il y a 9 agences qui représentent énormément de profils. L'agence Plus, les seniors, tout ça. Mmh. Est-ce que toi, tu estimes que vous représentez tous les profils à l'heure actuelle ou pas encore? Ah, tous les profils, c'est difficile de se dire ça. Non, je pense qu'il y a toujours le champ des possibles est tellement immense que je sais même pas si un jour on approchera le 100. Alors on l'approche, oui, mais il y a encore plein de types de mannequins différents qu'on ne représente pas encore. Donc non, c'est très ouvert et on tient à rester très ouvert et on ne veut absolument pas se dire que ça y est, c'est terminé, qu'on a tout le monde et que d'ailleurs ce serait très ennuyeux puisque tout bouge, tout change, tout Oui, évolue c'est vrai. et donc on reste très, très ouvert. Donc, on parle de Models.fr, des 9 agences parisiennes. Mmh. On a aussi, Eric nous l'a dit, Heroes et Flag. Mmh. Je sais que tu as tu as fait ta grande recette, je sais pas trop comment on dit pour Flag. Tu as un grand intérêt. Est-ce que tu peux nous parler de cette agence un peu plus précisément? Flag est né de l'envie, à un moment d'aller, vivre, à Bruxelles. J'avais, envie de faire une petite parenthèse et j'aime beaucoup la Belgique depuis toujours. Donc est venue l'idée de monter Flag, qui est une, agence, qui a suivi les tendances, qui, tantôt est une agence, plus publicitaire, tantôt une agence plus mode. On a commencé il y a quelques années le placement de mannequins dans les agences européennes ou américaines ou autres, en tout cas le placement des mannequins à l'étranger, pardon, en gardant toujours quand même une activité entre mode et pub. Donc c'est très très agréable. Et puis surtout, la Belgique, c'est le Benelux. Donc c'est un terreau de mannequins possibles et qui, pour certains, font une petite carrière locale, on va dire ça comme ça, et qui pour d'autres s'engagent à l'international et donc sont amenés à bouger régulièrement, à être représentés par Paris, par New York, etc., etc. Est-ce qu'il y a une grande différence en tant que agence de mannequins à Bruxelles ou agence de mannequins à Paris ou pas trop? C'est toujours la même chose. C'est la même. On nous appelle, on cherche quelqu'un, on propose et Mais on les fournit. demandes, je veux dire, sont les mêmes, c'est plus. Oui, 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 les demandes sont les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les demandes sont, on va dire, presque internationales. Alors, c'est certain que sur le continent européen, on a quand même beaucoup de points communs, que ce soit la France et la Belgique, mais aussi la France ou la Belgique et l'Allemagne et l'Italie, etc., etc. Non, non, je pense qu'on a des demandes qui se rapprochent énormément. Pour l'évolution de la mode, tu disais que de base, on représentait quand même beaucoup de profils différents. Mais est-ce que tu as pu constater, toi, quand même une évolution positive ou négative, que ce soit dans la représentation de mannequins, dans la Fashion Week aussi, dans les défilés? Quelles évolutions, toi, tu as constatées pour ce qui concerne le côté mode? Étant attiré par la pluralité, c'est assez agréable pour moi de constater qu'on a des demandes diverses et variées. Alors certes, il y a toujours le mannequin standard qui répond à des critères de mensuration, de taille et d'âge, mais on nous demande de plus en plus des mannequins différents, donc des mannequins plus âgés, des mannequins tout en rondeur, des mannequins plus jeunes, des mannequins aussi qui ont des gueules. Donc c'est très, très agréable
et c'est de plus en plus, donc tant mieux. Ça veut dire que la mode se rapproche peut-être de la société et de ce que l'on voit, de ce que l'on croise, de ce que l'on perçoit, et peut-être qu'elle se rapproche plus de nous. Alors, il ne faut pas se leurrer, ça reste aussi des mannequins, donc qu'ils soient ronds, plus âgés ou plus vieux, plus jeunes, etc., etc., ça reste de belles personnes parce qu'effectivement, on reste sur des critères de beauté. Comme quoi, on peut être beau quand on est âgé, quand on est rond, quand on est petit. Même si, encore une fois, je tiens à le rappeler, on garde quand même pour le mannequinat pur et dur des histoires attachées à des histoires de mensuration et d'âge. Oui. Mais on est plus ouvert et c'est tant mieux. C'est un peu plus représentatif des... Oui, et encore une fois, c'est ce que je disais, étant quelqu'un qui aime la pluralité, je trouve ça très, très agréable. Oui, oui, c'est sûr. On constate, en effet, dans la pub, du coup, tu constates vraiment qu'on représente maintenant presque tout le monde. Dans la mode aussi, mais on a ce côté... on veut bien avoir tous les profils, mais il faut respecter les mensurations de la mode. Enfin, il faut respecter le truc en plus de la mode. En tout cas, il faut respecter les mensurations de la mode, oui, mais il faut respecter certains standards de la mode. Donc, ce sont des critères de beauté. J'ai une petite question qui, je pense, va intéresser tout le monde et à mon avis, tu es le plus à même à y répondre parce que donc, tu as commencé en tant que booker et tu en as engagé pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pour être un booker? Il faut faire des études? Il faut pas faire des études? Il faut avoir un truc en plus? Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, pour être booker, il faut avoir le sens du commerce, le sens de la négociation donc. Il faut avoir un sens artistique, savoir repérer cette beauté, savoir la travailler, savoir la communiquer à l'extérieur et avoir la volonté d'avoir un beau rapport humain avec les mannequins que l'on représente. Donc, être booker, c'est un ensemble. Et s'il manque quelque chose là-dedans, ça marche pas. Un booker, c'est vraiment quelqu'un qui repère la beauté et qui sait la travailler et qui sait la vendre, qui sait la négocier et tout en ayant un rapport humain avec cette beauté que l'on travaille à longueur de temps. Et donc ça, repérer la beauté, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure en fonction de nos expériences. Comment ça se passe en fait? Je ne sais pas si ça s'apprend, je pense que c'est inné. C'est ce sens artistique en fait. Oui, alors le sens artistique, je pense que c'est inné. Après, on apprend des choses quand on fait des études artistiques, évidemment, mais le sens artistique, on l'a ou on ne l'a pas. Et j'ai envie de dire que le sens du commerce, c'est pareil. Il y a des commerçants dans l'âme, il y a des négociateurs dans l'âme. Certes, après, on peut faire des études et apprendre à négocier, mais je pense que tout ça, ce sont des choses qui sont innées, après que l'on peut travailler et apprendre, mais c'est inné. On parlait de sens artistique, ça me fait penser à l'agence Contrebande, la première qui a été créée chez models.fr. Contrebande, ça représente principalement des mannequins pubs, mais aussi maintenant des talents. Comment c'est venu cette représentation de talents? Est-ce que c'était dès le départ ou pas? C'est en fonction des demandes? Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a plus que des mannequins. Il y a aussi maintenant en fait des talents et les demandes ont évolué dans ce côté-là. Je crois que le mannequin dans la tradition des choses, et on va dire le mannequin comédien pour la pub, puisque c'est avec eux qu'on a commencé Contrebande, et puis au fil des années, tout ça a été remodelé, et voilà, et aussi il y a toujours cet esprit d'ouverture, et il y a ces talents dont vous pourrez parler avec l'équipe de Contrebande. Il y a ces talents et qui ne sont pas forcément mannequins, qui n'ont pas forcément des critères de beauté standard et qui n'ont pas forcément le talent de la pub et de la comédie, mais qui ont ce quelque chose qui fait qu'on adhère à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Un talent, par exemple, ça peut être un chef cuistot, mais qui a... alors aujourd'hui, vous allez parler de communauté dans le digital. Dans la publicité et la mode traditionnelle, ces gens ont un talent qu'ils mettent en avant pour tel ou tel produit. Donc, ça passe par la pub à la télé ou sur Internet. Et aujourd'hui, ces talents carrément deviennent plus travaillables et demandés sur les réseaux sociaux et sur Instagram et compagnie. Donc, je pense que les deux sont très liés parce que c'est la même façon de faire, mais ces talents, en tout cas, sont des gens originaux qui n'ont pas des critères de mannequin comédien pur pour les secteurs de la mode et de la publicité.
Et c'est pour ça que Contrebande a continué d'être ouvert à toute forme de représentation différente. On parlait de talents de chez Contrebande, mais les talents aussi, maintenant, on en recherche aussi dans la mode. On ne demande plus, Eric a dit, des porte-manteaux. On comprend ce terme, en effet, par juste des gens qui portent joliment la collection, les vêtements. Est-ce que tu constates, toi aussi, que la mode aussi a évolué là-dedans, dans sa recherche de mannequins, et qui cherchent des personnes qui ont quelque chose à côté, en fait, qui ne vont pas tout simplement porter le vêtement joliment? Je dirais que la mode est d'ailleurs souvent plus précurseur que la publicité. Je vais me mettre à dos tout le secteur de la publicité, mais c'est pas grave. Mais la mode, plus vite, propose des gens différents et puisque je parlais tout à l'heure de l'inclusion, je pense que la mode a été bien plus vite dans l'inclusion que la publicité. En revanche, la mode demande toujours des critères quand même de base très précis. C'est qu'on a vraiment des critères de physique. Et puisque Eric parlait de porte-manteau, il y a toujours une base qui est très porte-manteau. L'avantage, c'est que oui, la mode va vite et se veut très ouverte. Et donc, on est dans la représentation beaucoup, beaucoup plus large. Mais on reste sur un côté où il s'agit de porter un vêtement et de défiler ou de se faire prendre en photo. Mais on reste, je pense, sur quelque chose qui est très, très sur une base de mannequin. Même si la mode, encore une fois, va très vite et est très ouverte à la pluralité. Pour finir, Fabrice, j'aimerais bien que tu nous fasses ton constat à toi depuis toutes ces années que tu es dans ce milieu, dans ce métier. Voilà, quel constat tu peux faire de l'évolution, pas assez d'évolution, ton avis, s'il te plaît. L'évolution est réelle, concrète. On est loin de la fin des années 80 et de ce que la mode et la publicité montraient. On a sérieusement avancé. Il reste encore évidemment beaucoup de chemin. Et comme je le disais précédemment, on est loin de représenter tous les corps, tous les âges. Donc on doit rester, nous, ouverts. On a d'ailleurs cette envie-là et ce besoin-là pour répondre aux demandes des annonceurs. Mais je crois qu'il y a encore de la part des annonceurs mode et publicité, encore du chemin à faire pour être au mieux représenté des deux côtés. C'est-à-dire que la représentation de la famille, par exemple, aujourd'hui, ou de l'homme de 40 ans ou de la femme de 60, il y a encore du chemin à faire. Il y a 30 ans, quand je suis arrivé dans ce métier, la femme de 60 ans était une grand-mère mamie gâteau. Aujourd'hui, la femme de 60 ans est une femme libre, ouverte, qui effectivement a des enfants et souvent des petits-enfants, mais avec qui on ne fait pas forcément des gâteaux, avec qui on va se promener, avec qui on va faire les boutiques. Enfin, il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé dans l'image de cette femme-là. Et je pense que pour plein d'hommes et de femmes, ça a changé, ça a évolué. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et on a tous un rôle à jouer. Et oui, et je crois que les agences que nous sommes, en plus en ayant cette volonté d'être 9 aujourd'hui et puis 10 et 11, enfin de continuer de se développer, je crois que nous avons ce rôle à jouer, oui, mais nous avons cette volonté réelle d'être ouverts, d'être à l'écoute et de continuer à travailler sur l'image, de répondre aux demandes des annonceurs tout en essayant aussi d'imposer des gens différents. Même s'il y a encore comme on le disait, beaucoup de chemin à parcourir, et c'est tant mieux. Sinon, à la fin, on n'aurait plus rien à faire. Et on n'aurait plus rien à dire. Exactement. Merci beaucoup. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Fabrice, et à models.fr ? Alors à moi, on peut me souhaiter que les projets voient le jour dans les mois qui suivent, et surtout rapidement avoir encore des nouveaux projets. Ah bah ça, c'est une belle réponse. Merci encore et à très vite pour un nouveau podcast.